Je me pose toujours des milliards de questions. Mes amis peuvent en témoigner d'ailleurs. Comment est-ce qu'on passe d'un pépin à un pommier, par exemple? Comment fait un caméléon pour se camoufler? Parce que nous savons tous que sa peau peut changer de couleur, mais comment? Quel mécanisme? Comment est-ce qu'il s'adapte? Et puis les conférences TED alors? Pourquoi on est toujours sur ce tapis rond et rouge? Vous êtes jamais demandé? C'est normal de se poser autant de questions, parce que la curiosité est un trait de caractère naturel, acquis depuis notre plus jeune âge, de tout temps et de toute époque. Elle est définie comme le désir de savoir, le désir de connaître une réalité qui nous est encore inconnue, mais que nous pressentons. Alors, portés par la soif de comprendre le monde, nous, Homo sapiens, sommes devenus des explorateurs de cette réalité que nous ne connaissons pas encore. Alors à l'époque des grands explorateurs, tels que Christophe Colomb, Magellan, il s'agissait de cartographier la planète, découvrir de nouveaux territoires ou encore de nouvelles richesses. Mais au siècle des Lumières, le rapport à l'exploration, le voyage change. Il s'agit de comprendre les autres espèces sur la planète. Alors de grands noms tels que Charles Darwin, à bord de leur navire, vont parcourir le globe pour comprendre les autres espèces. Ils vont alors analyser, observer, décrire, dessiner, classifier le vivant à l'aide de ces magnifiques planches naturalistes. L'homme se fascine alors pour les autres espèces. Il veut comprendre leur fonctionnement, leur diversité et leur répartition sur le globe. Par exemple, ils vont explorer terre, air, mer. Aujourd'hui, à l'ère des grands bouleversements climatiques, montée des eaux, sécheresse, perte de la biodiversité, pollution, le rapport à l'exploration prend encore une autre tournure. Humblement, nous venons questionner le vivant et ce qui peut nous apprendre pour notre propre survie. Comment allons-nous vivre en harmonie sur cette planète avec les autres espèces, tout en utilisant, ou plutôt en utilisant de manière responsable les ressources de notre belle planète? Comment allons-nous habiter tous ensemble, tout en préservant l'eau, l'air, les sols? Cette approche s'appelle le biomimétisme. Bio, la vie, mimétisme, imiter. Imiter la vie. C'est une approche créative qui consiste à s'inspirer du fonctionnement du vivant, à aller comprendre ses principes pour répondre à nos grands enjeux de société, que ce soit des enjeux sociétaux, environnementaux ou économiques. Alors, sans surprise, durant mes études d'architecte-ingénieur, j'ai continué à me poser encore beaucoup de questions, et en particulier, comment, en tant que future praticienne, j'allais répondre à ces grands enjeux de société. En 2009, je découvre le biomimétisme, et pour moi, c'était une réponse globale, une réponse évidente, pour répondre à un problème très complexe. Et en 2015, je m'envole pour une année de tour du monde à la rencontre de ces architectes, ces biologistes, ces chercheurs, qui s'inspirent du vivant pour concevoir des villes et des bâtiments durables. Alors ce voyage m'a amenée à vivre au Zimbabwe, étudier à l'université de Kyoto au Japon, ou encore au MIT à Boston, et à l'université Victoria en Nouvelle-Zélande. C'était mon premier pas dans l'exploration du vivant. Et je vous livre ici un extrait de mon carnet de voyage. Voici 2 isolants. Donc tous deux ont la fonction d'isoler. On a par exemple une laine minérale et un plumage. Donc tous deux isolent en captant une couche d'air via un matériau. Alors les matériaux que nous fabriquons, humains, que ce soit laine de roche, laine de verre, polystyrène, enfin en tout cas les isolants, souvent c'est des matériaux qui sont basés sur des composants pas forcément abondants sur Terre, pas facilement recyclables, ou alors qui vont demander une grande quantité d'énergie pour être recyclables, et difficiles à mettre en œuvre dans les méthodologies. Dans le vivant, ce plumage, lui, va être 100% recyclable, basé sur des composés abondants dans le vivant, et puis, surtout, va être une source d'inspiration pour beaucoup plus que ça.
Parce que ce plumage, contrairement à nos isolants, qui sont fixes, les mêmes toute l'année, ce plumage a la capacité de s'adapter à l'échelle de la journée ou à l'échelle des saisons. Est-ce que vous avez déjà vu des rouges-gorges ou des moineaux en hiver qui justement vont se gonfler pour augmenter la capacité d'isolation en emprisonnant une plus grande couche d'air et donc varier l'isolation à l'échelle de la journée, à l'échelle des saisons. Aujourd'hui dans le monde, que ce soit en Angleterre, au MIT ou encore à Paris, des chercheurs se mobilisent pour étudier les enveloppes du vivant et donc améliorer les enveloppes de bâtiments. L'objectif est d'avoir des enveloppes qui vont permettre une meilleure gestion de l'énergie. Alors moi je dis vivement les bâtiments qui, comme des plumages, vont se gonfler et se dégonfler pour qu'on gère mieux l'énergie dans le bâtiment. Alors là voici 2 systèmes de ventilation. Donc on en a un produit par l'homme, système classique de ventilation électrique. Et puis l'autre, c'est une termitière, vue du dessus. Alors tous les deux remplissent la fonction de ventiler, mais avec des propriétés et un esthétisme un peu différents. La termitière, à base de cheminées, de conduits, de canaux souterrains, va permettre la ventilation toute l'année, quelles que soient les variations climatiques. Même en haut de la cheminée, vous avez une adaptation de la cheminée suivant les vents dominants pour une meilleure ventilation dans cette termitière. Et l'histoire ne s'arrête pas là. C'est encore mieux que ça. Parce que les termites, par leur activité, vont enrichir les sols, stocker du carbone au lieu d'en émettre. Et on peut lister encore beaucoup de propriétés comme ça, intéressantes pour nos villes et pour nos bâtiments. Alors voici un bâtiment au Zimbabwe, à Harare, inspiré du système de ventilation de cette termitière. Donc ce bâtiment est basé, comme la termitière, sur un système de ventilation passif. Et donc, après calcul, on se rend compte qu'il a permis une économie d'énergie de 35% par rapport à des systèmes de ventilation classiques au Zimbabwe. Donc c'est quand même conséquent. Et durant ce tour du monde, j'ai été très émue de visiter ce bâtiment, parce que quand vous cherchez biomimétisme en architecture, vous tombez très rapidement sur l'Eastgate Building, ce bâtiment à Harare. Et surtout, j'ai eu la chance d'apprendre auprès de l'architecte Mick Pierce, qui aujourd'hui à 80 ans continue de s'inspirer du fonctionnement du vivant et de se passionner pour les écosystèmes et ce qu'ils peuvent nous apprendre pour concevoir des villes et des bâtiments durables. Et en parlant d'écosystèmes justement, voici un écosystème forestier et une ville. Nous avons beaucoup aussi à apprendre du fonctionnement des écosystèmes, parce qu'ils ont la capacité de dépolluer l'air, les sols, de stocker du carbone. Ils peuvent aussi réguler leur température. Et ça, on en aurait bien besoin, surtout en ces périodes-là où nous souffrons de l'îlot de chaleur en été. Alors vivement les villes inspirées du fonctionnement des écosystèmes. Et cette approche mobilise justement des chercheurs partout dans le monde, que ce soit en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis ou encore en Europe, où une nouvelle génération de bâtiments est en train d'émerger. C'est ce qu'on appelle des bâtiments dits régénératifs, inspirés des écosystèmes, qui, au lieu d'avoir une empreinte négative ou neutre, vont avoir une empreinte positive. Alors bientôt, on peut rêver de villes ou de bâtiments qui, par leur fonctionnement, vont venir enrichir les sols et créer une agriculture plus saine, vont venir stocker du carbone et nous permettre de mieux respirer et favoriser la biodiversité dans les villes. Alors en France, on compte près de 200 laboratoires de recherche sur le sujet du biomimétisme, tous domaines confondus, que ce soit les matériaux, l'architecture, par exemple. Et quand je suis revenue de ce voyage de tour du monde, j'avais très envie de contribuer à l'émergence de cette approche, parce qu'on a besoin d'outils, de méthodes, et surtout d'un langage commun entre les différents corps de métier. Par exemple, vous prenez un architecte et un biologiste, alors ça peut être un biologiste spécialiste des insectes, par exemple. Pour les faire communiquer, au début, c'est pas évident du tout, du tout. On a vraiment besoin d'un langage commun entre ces deux disciplines, et donc de créer des ponts entre architecture et biologie, par exemple. C'est dans cette optique que j'ai rejoint l'équipe du CEBIOS à Paris et le Muséum d'histoire naturelle en thèse pour justement travailler sur ces sujets-là. Alors je vous ai montré des espèces un peu extraordinaires. Donc on a vu les termitières, on a vu un caméléon. Le vivant, c'est près de 9
millions d'espèces estimées aujourd'hui, on n'en a décrit que 20%. Alors autant de belles histoires à écrire ensemble, autant de belles innovations. Et le vivant, c'est aussi très proche de nous, dans notre quotidien. Alors très près, notre peau, les légumes, que ce soit nos oiseaux des villes, ou encore, je sais pas, un escargot qui traîne dans une salade mal lavée. Le vivant est vraiment très proche de nous. Alors je vous invite à relever la tête, ouvrir les yeux, sortir de votre coquille pour regarder le vivant. Donc à vos loupes, à vos jumelles, soyez curieux de nature. Merci.